Cette semaine, Vladimir m'a carrément demandé de reporter d'un jour, de 2 jours, en fait, la livraison de ma petite chronique pour cause d'élections américaines, afin que l'on puisse discuter de ça sur des faits pour une fois, c'est-à-dire après la fameuse passation de pouvoir, si elle a lieu, a-t-il ajouté. Mais je lui ai dit qu'au contraire, ce serait bien plus amusant de faire des paris la veille, sans toutefois s'attarder exagérément sur le sujet, parce que j'en avais un autre prévu depuis longtemps, figure-toi, lui dis-je. Le docteur Duchaume a été convaincu par Gustave de venir boire le café avec nous, seulement c'est vers 10 heures demain, et c'est au café, pour une fois, au café-café, parce que le patron, qui n'a jamais fermé le loto, ni les journaux, je le précise, a finalement ouvert la salle à manger de sa mère, lui dis-je, qui est attenante, et que maintenant, si tu veux discuter au petit déjeuner en buvant un café, tu peux, parce que c'est du privé. Donc on ne paye pas le café, il te l'offre parce qu'il n'a pas le droit de le vendre, mais en échange on lui achète un ticket de loto par exemple. Donc le jour dit vers 10 heures, nous avons retrouvé notre équipe plus le docteur de Chaume qui était là parce qu'il avait des trucs à nous dire, et ce qu'il avait à nous dire c'est qu'il était très opposé à la campagne sanitaire du gouvernement, à la piqûre et tout ça, et je m'attendais à un truc technique assez fatigant pour ceux à qui je voulais raconter notre conversation, et bien pas du tout, ça a été assez passionnant, au contraire, grâce à Gustave et à la psychiatre Christiane. Nous n'avons presque pas parlé de la piqûre obligatoire, du carnet de santé, du passeport. Il y en avait déjà plein les journaux, et l'abonné au Monde aurait, comme a dit Gustave, ramené sa fraise sur ces sujets pointus, parce qu'il lisait tous les articles de fact-checking, comme on dit, ceux où on donne des arguments pour lutter contre les complotistes. Du coup, si nous avions emprunté ce chemin-là, nous n'aurions pas eu autant de monde. Mais là, la salle à manger était littéralement pleine, ça résonnait, sans masque, puisque c'était du privé, et c'était assez passionnant, parce que le vieux docteur Duchaume s'est fait agresser gentiment par Gustave sur le thème, en tout cas, s'il y a quelque chose que nous aurons appris pendant cette crise, c'est combien les médecins sont des gens pénibles, au moins pour la moitié d'entre eux, et je suis indulgent. Il y avait là la mère du cafetier qui a protesté en disant que le docteur de Chaume lui avait sauvé la vie au moins 2 fois, mais Gustave a répondu avec le sourire qu'il s'était contenté de faire son métier, donc personne n'y trouverait à redire. Seulement voilà, il s'est présenté aux élections aussi. Ah mais c'est pas interdit, a dit quelqu'un. Non, non, a répondu Gustave, mais ça devrait l'être parce que quand on voit les proportions prises par le phénomène des médecins en politique et la rareté des médecins en médecine, eh ben on se dit que ces gens-là sont pas à leur place et qu'il faut les y remettre par conséquent. Et là, le docteur de Chaume a rappelé que, contrairement à son fils, médecin aussi, et maire d'un petit village assez éloigné d'ici, lui avait attendu la retraite pour se présenter. Et pour se faire battre, a dit quelqu'un en souriant. Vladimir l'a fait taire en disant il est là pour nous expliquer des trucs sur la politique de santé, c'est pas le moment de le vexer, il n'est pas comme l'abonné au Monde, il peut très bien se barrer sans nous avoir rien dit. Alors là, Christiane, la psychiatre, qui était sur le point de s'en aller parce qu'on l'attendait ailleurs, à Montpellier, mais qui avait envie d'entendre la conversation et qui triturait son masque, a dit le voilà, votre abonné au Monde, vous avez intérêt à balancer l'essentiel avant qu'il vous dise tu peux pas dire ça, etc. Et l'essentiel, donc, c'était quoi? Eh ben, du côté du docteur de Chaume, pardon, décidément, c'était que la politique des gouvernements était génétiquement dangereuse, qu'on ne savait pas où on allait, que les effets secondaires pouvaient être terribles dans les 6 mois, etc. Mais du côté de Gustave, c'était que la corporation des médecins s'était très gravement compromise à la faveur de cette crise en révélant un comportement dominateur, narcissique, odieux. Et là, il nous a dit, comme toujours, des choses peu entendues ailleurs, comme le fait, par exemple, qu'il pensait, lui, que l'OMS envoyait au gouvernement, en plus des consignes officielles, des consignes cachées, très précises, comme le fait qu'il fallait faire monter au créneau, médiatiquement, des médecins urgentistes. Pourquoi des urgentistes? Il a dit visiblement c'est une spécialité qui a la faveur de ces messieurs de l'OMS, donc de Bill Gates et du gouvernement chinois, parce qu'on ne voit plus que des urgentistes, dont les 3 quarts portent d'ailleurs un nom exotique, et c'est certainement pas un hasard, nous a-t-il dit. Et là, l'abonné au Monde, évidemment, en arrivant soi-disant pour acheter un loto, a immédiatement dit « Mais qu'est-ce que tu as contre les noms exotiques? Il y en a trop, c'est ça ?» Non, non, a dit Gustave, je dis que visiblement pour le gouvernement, il n'y en a jamais assez. On voit sur tous les plateaux de télé des médecins avec des noms égyptiens, iraniens, portugais sans arrêt, comme s'il fallait profiter des événements pour nous donner une leçon de diversité. Ça en devient vraiment fatigant. C'est tout simplement que la France n'a pas formé assez de médecins, a répondu Albert.
Peu importe, de toute façon, c'est pas le seul truc. On voit bien que ces médecins, comme notre ami de Chaume, sont du genre pénible parce qu'ils voudraient régenter notre vie dans ses moindres aspects. Tu confonds avec mon fils, a dit le docteur de Chaume, et c'était assez bien vu. En effet, Gustave parlait de son fils. Il a dit, je vois que tu as compris ce que je veux dire. En fait, une proportion impressionnante de médecins sont des malades du contrôle d'autrui, des gens qui profitent de leur position dominante et parfois carrément, ils deviennent des sadiques à force. Et là, l'abonné au monde a placé, mais punaise, le cliché, il va nous parler des médecins de Molière, etc. Non, non, pas du tout. Je vais te parler à la rigueur de Knock, mais surtout, je vais te dire que les médecins, pour une bonne moitié d'entre eux, ont choisi cette profession parce qu'ils étaient comme ça dès le départ. Ils voulaient se mêler des affaires des autres, dire aux gens ce qu'ils devaient faire et ce qu'ils ne devaient pas faire, etc. Je vais faire un compliment au docteur de Chaume, père. Tout le monde sait que c'est un médecin sympa qui entretient des relations compliquées avec son fils, dont tout le monde sait aussi que c'est un médecin chieur, le fils. C'est un peu vague comme notion, a dit l'abonné au monde. T'inquiète pas, je vais préciser, a dit Gustave. D'abord, le docteur Antoine de Chaume, le fils donc, n'est pas seulement maire en plus d'être médecin, c'est un maire dominateur en conseil municipal et qui met sans arrêt sa démission dans la balance, qui engueule les fournisseurs et qui voit partout des complots contre lui. Marié à une médecin aussi, c'est important, elle-même fils d'un médecin, lui-même maire d'une petite commune dans le Tarn. Je ne sais pas si vous voyez la boucle de névrose qui se noue ici, mais attends, je termine, a dit Gustave. Le fils de Chaume, outre sa vocation de médecin de campagne, passe son temps à t'expliquer que s'il avait voulu et s'il avait eu le temps, il aurait pu faire ton métier aussi bien que toi. Je dis ça parce que j'ai assisté à une conversation assez ébouriffante que ce professeur Antoine de Chaume a eu avec notre ami écrivain, il parlait de moi donc, où il lui expliquait qu'il avait plein d'idées de romans tout le temps, et que le temps lui manquait malheureusement pour les écrire. Ah oui, je vois, j'ai répondu, je vois à quelle conversation tu fais allusion. Ce jour-là, il m'est tombé dessus pratiquement pour me dire, avec toutes les idées que j'ai et votre savoir-faire, vous pourriez écrire pour moi. J'en revenais pas. Attends, a dit Gustave à son père qui voulait le défendre, il y a encore pire, c'est qu'il veut tout faire. Ton fils, il joue du piano, sa maison est hyper rangée, il va t'expliquer comment on manie un bateau à voile, il règle lui-même ses 3 voitures de collection, il est très brutal avec ses patients, et c'est là que je veux en venir quand tu y réfléchis, et j'en parle assez librement devant son père parce qu'il est pas comme ça, lui. Quand tu y réfléchis, la médecine est la porte ouverte à tous les excès de domination sur autrui. Tu as déjà le côté « moi je sais, vous ne savez pas ». Bon, ça c'est du classique, c'est du Molière. Mais regarde tout le reste, nous a-t-il dit. Et là, on est en plein dedans avec la pandémie. Le thème « si j'étais vous, je ferais attention parce que ça peut être très grave », domine littéralement le discours médical, on entend ça tout le temps, tu sens déjà le contrôle d'autrui pointer le bout de son nez, ensuite tu as le fait de faire coucher le patient à moitié nu dans ton cabinet alors que toi tu es debout et habillé, le fait de le faire attendre, de jouer avec son incertitude, sa peur, de jouer aussi avec la manipulation physique, le rapport à la douleur, ici ça vous fait mal, ça vous chatouille, ça vous gratouille, et le pire c'est que quand ils parlent entre eux, et là je l'ai entendu, il n'est pas rare d'entendre un médecin dire à un autre médecin sur un ton carrément sadique, crois-moi que ce type l'a dû déguster, mais tant pis il n'a pas voulu m'écouter. Même dans Céline, a dit Gustave, le lettré, il y a une scène où le narrateur décrit une angine de poitrine, sur le ton ça lui fera les pieds, il dit au lecteur, regardez-le ce type que vous voyez se rouler sur le tapis, c'est la pire douleur qu'on puisse imaginer, etc. Il y en a une autre scène où le médecin touche la prostate d'un officier allemand au prix d'une opération préalable que je te décris pas, mais toujours pareil, avec une satisfaction secrète devant l'humiliation d'autrui. Alors là, il a empêché l'abonné au monde de s'en mêler, il a voulu aller au bout sans interruption. Il a dit, quand tu vois depuis 6 mois cette horde de médecins médiatiques, tous plus m'as-tu-vu les uns que les autres, qui enchérissent parce que si l'un dit il faudrait enfermer les plus de 75, l'autre arrive le lendemain pour dire non, c'est les plus de 65. Après je ne sais plus quoi, les étudiants, les enfants, on veut enfermer masquer les enfants. Ces médecins qui ne savent plus quoi inventer pour se faire mousser, quand ils ne trouvent plus quoi inventer, ils demandent la tête de leurs confrères au Conseil de l'Ordre.
ordre, ils reçoivent la Légion d'honneur. Cette collusion avec le pouvoir qui est permanente, qui a toujours existé, même du temps de Staline, a atteint en France des proportions invraisemblables. Et là, Christiane, la psychiatre, qui rentrait à Montpellier, nous a quand même accordé 2 minutes supplémentaires pour nous dire c'est pas qu'en France ils soient plus dominateurs que dans les autres pays, c'est que nous avons un président qui instrumentalise leur passion de la domination, leur besoin d'écraser le patient, leur rivalité avec leurs confrères. Il fait de la manipulation médicale par procuration, si on veut. N'oublions pas, et c'est capital, qu'il est fils de médecin lui-même, du côté de son père et de sa mère. D'ailleurs, son père, c'est amusant, a accepté pour une fois de commenter la nature profonde de son fils récemment, et c'était quand même hyper inquiétant. Il a dit c'est un excellent acteur, sans autre commentaire. Je me permets d'abord de vous faire observer que c'est ce que disent toutes les victimes de pervers manipulateurs, qu'on appelle narcissiques, les femmes notamment, qui sont stupéfaites de voir combien, à l'extérieur du couple, leur conjoint cinglé, violent, égoïste, donne le change, fait du charme à tout le monde, et passe pour une conscience équilibré et sage. Mais surtout, quand le père de notre prétendu Jupiter là, te dit c'est un excellent acteur, il te dit il est tout autre que ce que vous croyez en somme, c'est le diable. Il te dit, moi qui l'ai élevé, je ne connais pas ce monsieur à la tribune qui se donne pour tout ce qu'il n'était pas avant, quand il vivait sous mon toit. Et là tu penses inévitablement aux autres grands malades de la vie publique dans le même genre, le fameux professeur de droit violeur incestueux, là dont on vient de découvrir qu'il était lui-même un autre. Mais pour prendre un exemple plus léger, tu as le petit Alexandre Jardin, l'écrivain chéri de ces dames, qui dans ses livres n'aura jamais parlé que de lui, qui d'ailleurs adorait Macron au début, qui se ressemble, s'assemble. Et ben il a fini par le lâcher d'abord, et puis par se lâcher lui-même, et par écrire un livre où il disait « Moi aussi, je vous ai menti depuis 20 ans, je ne suis pas du tout le jeune homme sémillant, léger, le cœur sur la main que j'ai vendu à des milliers d'épouses dans mes livres. Je suis moins recommandable que ça. D'ailleurs, moi aussi, je suis malade de mon père, etc. » Sur ce, je m'en vais, a dit Christiane. Et là, nous avons commenté ce qu'elle venait de dire à propos du président français. Gustave a dit, c'est tout à fait vrai que son espèce de cabinet de crise médicale est une façon de faire joujou avec l'image du père, de la piétiner, de la conjurer. Il a choisi des ambitieux sans caractère pour pouvoir les écraser. La preuve, le seul qui en avait du caractère s'est barré tout de suite, c'était le fameux Raoult. En fait, ils chevauchent leur pouvoir scientifique et à travers cette chevauchée, tu vois bien qu'il s'adresse directement ou secrètement en même temps à son père pour lui dire « Tu vois, moi, tes collègues viennent ramper à l'Élysée pour avoir 3 médailles, donc je suis supérieur à toi. » Et Gustave a ajouté « En plus, j'ai épousé une femme qui pouvait être ma mère, donc en gros, je suis ton rival, même sur ce plan-là. » Là, dans le brouhaha général, on a senti une approbation sur laquelle Vladimir a rebondi immédiatement et habilement pour nous faire l'éloge de son héros Trump. Il a dit c'est pas Trump qui emploierait des médecins pour faire des communiqués à sa place. L'abonné au Monde a répondu justement, il aurait dû, ça lui aurait épargné de dire bien des conneries. Mais Vladimir a continué imperturbable. En fait, il n'a qu'un seul médecin, le Trump, qui lui tient lieu de conseiller scientifique. C'est le fameux docteur Fauci, dont tu vois tout de suite que la franchise est marquée sur son front. Eh ben, il l'a muselé assez vite. Et là, l'abonné au Monde lui a fait exprès de l'exciter au sujet des élections sur le ton « Alors, ton grand homme, là, il a fini par lâcher prise, par reconnaître sa défaite. C'est demain midi, a dit Vladimir, que ça se joue. Parce que tu crois que c'est pas encore joué. Je dis rien, a dit Vladimir, je regarde. Je vois qu'il y a plus de troupes à Washington qu'il n'y en a jamais eu en Afghanistan. Je vois qu'ils ont fait monter 150 véhicules militaires. Je vois que c'est soi-disant pour lutter contre les méchants antifa et les suprémacistes blancs, mais les premiers sont 40 à peine, et à tout casser, c'est le cas de le dire, et les autres ont reçu l'ordre de ne pas y aller. À la place, ils vont aller assister au dernier discours de Trump en Floride. Tu vois, toi aussi, tu dis que c'est le dernier, a dit l'abonné au Monde. Et Vladimir a dit le dernier ou le premier d'une nouvelle ère, va savoir. Mais si tout est logique, a-t-il continué, il va dire, au moment où l'autre, là, le vieillard soi-disant élu, va parler, il va dire je me retire provisoirement puisque l'armée a reçu pour mission, il y a 2 semaines déjà,
à votre insu, de protéger la suite des événements. Et c'est pourquoi elle est si nombreuse ici. Je lui ai donné le pouvoir d'apaiser les choses. Oui, il va dire la colère de la moitié de l'Amérique est trop grande désormais pour ne pas devoir être apaisée par des élections loyales sous le contrôle de l'armée dans les 6 États où le vote a basculé en 1 heure à cause de bulletins invérifiables sur des machines chinoises. Donc on va revoter dans les États litigieux sans machine, avec saisie manuelle des votes par correspondance, avec des assesseurs des deux bords, vérification des identités, bref, comme ça aurait dû être dès le début, mais cette fois sous le contrôle étroit de l'autorité militaire. Ah bon, alors tu crois qu'il va dire ça? C'est pile ou face, a dit Vladimir, mais moi ça m'étonnerait qu'il termine sur autre chose qu'un coup d'éclat prémédité. Et là, l'abonné au Monde assez vicieusement a essayé de le discréditer à titre personnel en disant « On se demande si t'as pas mieux à faire que de commenter les élections américaines. Hein. Il faut rester réaliste. T'es dans un pays de campagne, en France. Décidément, les médias ont fait beaucoup de mal en faisant croire à n'importe qui, à n'importe quel Pékin, micro-entrepreneur en maçonnerie, en charpente, si tu veux bien, en charpente, que le résultat des élections à Washington allait affecter sa vie quotidienne ici en France. Ben, c'est le cas, justement, a dit Vladimir. Si Trump arrive à ses fins, tu vas voir que leur connerie de couvre-feu, de confinement, de picouse obligatoire, de fermeture de tous les commerces, y compris les remontées mécaniques, j'ai vu qu'ils allaient prolonger l'interdiction, tout ça va s'éteindre en 2 mois partout sur la planète. On va recommencer à soigner les gens au lieu de les enfermer, on va retrouver des chiffres normaux, on va arrêter de faire passer les cardiaques de 80 ans pour des victimes de l'épidémie, et on va juger ceux qui nous ont menés là au nom de leur fantasme d'économie globale. Donc tu crois que ça a été voulu? Je crois que ça a été exploité. Ils se sont dit, c'est le prétexte qu'on attendait, on fonce. Et si Trump dit non, toute la planète va passer au mode épuration. En France aussi? Aussi. Et là, Gustave a dit sombrement, c'est vrai que c'est tentant, mais si l'autre passe, l'épuration aura lieu dans l'autre sens. Et comme pour illustrer son propos, la mégane des gendarmes, bleu marine à bande jaune, est passée sous la fenêtre et quelqu'un a dit « On est 8 les mecs, on est cuits, c'est le goulag !» Mais non et non, ils sont partis ailleurs, a dit quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il reste du café, a dit un autre encore. Et voilà, les gens sont retournés pour la plupart à leurs occupations. Il n'est resté que Gustave, moi, l'abonné au Monde et la mère du patron, prénommée Reine, 90 ans, qui avait quand même tenu le comptoir assez longtemps, d'où son franc-parler et son accent. Elle a conclu « Moi, ce Trump, je le trouve assez sincère, tandis que l'autre, là, le Biden, avec ses yeux en trou de bite, eh bien, je lui fais pas confiance. » À bientôt, merci.